Alors, mon nom est Daniel Normandin, je suis le directeur adjoint du Centre d'études et de recherche intersectorielle sur l'économie circulaire de l'École de technologie supérieure. Alors, merci d'être là. Nous avons donc trois panélistes aujourd'hui avec nous. Donc, Mario Rousseau de la compagnie Intellinox, Marie Etu de Cookit et Pierre-Luc Beauchamp de CCM Hockey Canada. Canada ou non? CCM Hockey. Alors, on va vous parler aujourd'hui des enjeux donc, qui touchent la gouvernance dans le sens très, très large de l'économie circulaire, avec des entreprises qui opèrent dans des, je dirais, dans des secteurs très divers, en fait, très divers. Et on va voir un petit peu quels sont les freins, les solutions, en fait, qui sont possibles de mettre en œuvre pour accélérer la transition d'entreprises vers une économie circulaire. Donc, on va commencer par une présentation des entreprises avec le projet qui touche plus particulièrement l'économie circulaire. Donc, on va commencer avec Mario Rousseau ici, d'Intellinox. Donc, si tu peux nous décrire un peu ton entreprise et puis comment elle s'inscrit en fait dans l'économie circulaire, par quel type de stratégie? Okay. Intellinox Technologies est une entreprise qui est spécialisée dans le domaine de la gestion d'énergie des hôtes de cuisine commerciale. Alors, c'est une niche qui est très, très pointue. Ce que nous avons fait, c'est de développer une technologie qui permet, dans un premier temps, de couper le gaspillage en ventilation, ce qui représente plus ou moins 25 de réduction des consommations en gaz pour le chauffage d'air de remplacement. Donc, on coupe donc le gaspillage. Et par la suite, nous avons intégré des processus de gestion de cette ventilation-là qui permettent d'aller jusqu'à 50 d'économie et, ultimement, un projet en développement d'éliminer complètement les émissions de gaz à effet de serre en rapport avec la ventilation des cuisines commerciales. Donc, c'est un défi qui est assez grand, assez important. Et pour le moment, ce que nous faisons, c'est que nous offrons à nos clients cette technologie qu'ils peuvent intégrer dans les cuisines existantes ou dans les nouveaux projets et qui permet à ce moment-là à l'utilisateur d'aller chercher des économies substantielles en réduction de gaz à effet de serre, surtout en réduction de gaz, je devrais dire, parce que pour eux, c'est là où ils voient le bénéfice, et qui retrouvent un retour sur investissement qui va varier entre 2 et 5 ans, dépendant du type d'installation. Donc, en gros, c'est ce que l'entreprise fait dans le domaine qui va toucher le EFC. D'accord, merci. Marie? En fait, moi, je travaille chez Cookit. Cookit, qui est une entreprise de prêt à cuisiner. Donc, une entreprise qui a été fondée en 2014 par nos trois cofondateurs qui avaient à cœur le gaspillage alimentaire. Vous savez, la pandémie a impacté plusieurs entreprises et nous en sommes... nous en ont été impactés grandement. Nous, on a vu nos ventes comme... se doubler et plus avec la pandémie. Donc, on a des grosses opérations. On envoie des meal kits dans 2 provinces au Canada, donc au Québec et en Ontario. Puis, avec tout ça, là, on s'est penché sur le développement durable. Donc, on a une équipe de développement durable qui a pris un projet qui était de développer la glacière réutilisable. Donc, le prêt à cuisiner est quand même une industrie qui fait quand même des déchets là, au niveau de la boîte en carton, au niveau des emballages. Donc, c'était super important pour nous de se pencher sur ce sujet-là. Et puis, donc, on a développé la glacière réutilisable qui nous permet aujourd'hui d'envoyer des commandes dans des glacières faites en polypropylène expansé, puis de les recevoir à l'usine pour les renvoyer. Donc, on a réussi à faire un cycle comme ça. Puis, ben voilà, on a eu un projet pilote qui a été un franc succès. Donc, on continue sur l'île de Montréal plus particulièrement avec un de nos transporteurs qui est un partenaire important dans ce projet-là. Puis, voilà, fait qu'on continue de façon incrémentale à envoyer au plus de gens possible nos glacières réutilisables. Merci, Marie. Pierre-Luc, tout le monde connaît évidemment les équipements de hockey CCM. Oui, CCM Hockey, manufacturier d'équipements de hockey où le siège social est ici à Ville-Saint-Laurent. On a une usine à Saint-Jean-sur-Richelieu. Notre centre de distribution de l'Amérique du Nord est également ici à Saint-Laurent et on a des installations en Europe et en Asie là, pour le reste de nos activités.
Donc, chez CCM, il y a quelques années, nous avons décidé de prendre le virage vert. C'était quelque chose qui était important pour nous de pouvoir dire qu'on fait notre part. Donc, un peu comme ça avait été discuté plus tôt, on a fait appel aux gens motivés et pleins de passion à l'intérieur de nos murs pour lancer les initiatives. Ça a donné des bons résultats. Très rapidement, on a eu une très grande participation de plusieurs personnes de tous les départements de la compagnie. On n'a pas une personne attitrée spécialement à l'environnement dans notre compagnie, mais on avait beaucoup de gens très motivés qui arrivaient avec plein d'idées. Puis assez rapidement, on a été capable de mettre certaines de ces idées-là de l'avant. Par contre, on s'est rendu compte que c'était pas facile de gérer justement toutes ces personnes passionnées-là, être capable de leur donner une direction, être capable de prioriser les initiatives. Donc, c'est là qu'il nous est venu l'idée de compléter une analyse de cycle de vie organisationnel pour nos opérations. Donc, on a fait un partenariat avec le CIREG et on a été capable d'aller chercher les données nécessaires justement pour voir où sont les grands contributeurs de gaz à effet de serre dans notre entreprise. Et ce que ça nous a permis, c'est évidemment d'être capable de prioriser et identifier les initiatives qui vont vraiment avoir un impact sur l'empreinte de nos opérations. Mais ça nous permet aussi également de travailler avec des données probantes qui nous permettent de nous fixer des objectifs, puis d'être capable de faire le suivi de notre progression face à nos objectifs, une initiative à la fois. Mario, en fait, quand on parle d'économie circulaire, Sonia Gagné l'a présenté ce matin, en fait, un peu le modèle, les grandes stratégies d'économie circulaire. On a tendance à penser, encore aujourd'hui, en tout cas beaucoup de monde le pense, que l'économie circulaire égale recyclage. Recyclage, en fait, en principe, c'est la dernière stratégie qu'on doit mettre en œuvre. Avant, on doit retravailler le produit, on doit intensifier son usage, on doit allonger sa durée d'usage. Puis quand on a passé toutes ces étapes-là, on doit évidemment essayer de valoriser au mieux les composantes des produits arrivés en fin de cycle. Il y a une stratégie qu'on appelle l'économie de fonctionnalité qui, elle, regroupe un certain nombre des sous-stratégies que je viens de vous mentionner. Quand on parle d'économie circulaire, les spécialistes, en fait, la plupart des spécialistes entendent pour dire que l'économie de fonctionnalité, où plutôt que de vendre un produit, on vend une performance d'usage, devrait, dans une économie circulaire dominante, être le modèle d'affaires dominant. Ceci dit, il est encore très peu connu et on se bute encore à certains problèmes. Puis j'aimerais ça que tu nous en parles un petit peu comme entreprise pionnière, si on veut, d'économie de fonctionnalité. OK. Chez Intellinox, nous faisons partie d'une cohorte qui travaille à développer ce concept d'économie de fonctionnalité circulaire. Je dirais que le premier obstacle auquel on fait face, c'est notre ignorance. Autant dans notre équipe, d'être capable de leur dire, bon, on va arrêter de vendre un produit, on va plutôt vendre un service, ce qui va nous permettre d'offrir à notre client beaucoup plus pour un prix beaucoup moins, souvent à coût nul pour le client, parce que dans un projet d'économie de fonctionnalité, bien, le client n'achètera pas le produit, il va acheter le service. Donc, on fait face à une mensualité. Le défi pour nous, c'est dans un premier temps que l'équipe puisse bien saisir qu'est-ce qu'il en était et puis de voir comment est-ce que ça peut se mettre en place. Évidemment, quand on parle d'un projet de 100 ou de 150 000 $ d'implantation, bien, vous comprenez que si on veut faire une offre de service, il faut avoir les poches profondes. Une entreprise comme la nôtre qui investit énormément en recherche et développement, c'est 1,5 million par année en recherche et développement qu'on investit. C'est beaucoup de sous. Et de commencer à supporter des projets de cette ampleur-là, bien, on n'a pas le capital pour le faire. Donc, évidemment, ça prend un partenaire financier qui est solide et qui partage notre vision. Parce que le danger, c'est d'avoir un partenaire financier qui dit « je vais vous aider », mais qui est en panique dès le jour 1 parce qu'il se dit « ça va-tu marcher, ça ne marchera-tu pas ?» Il faut donc trouver des alliés stratégiques, d'où le C du EFC, un collaborateur, qui est capable de comprendre d'où on s'en va, c'est quoi notre modèle, qu'est-ce que ça nous prend comme ressources, et est-ce que le projet est viable et bien ficelé. Encore une fois, même si tout ça c'est là, il faut quand même être capable d'attacher les ficelles pour qu'une mensualité puisse nous permettre de vivre et d'être en santé financièrement, de faire quand même des profits malgré ça. Donc, tout ça, c'est d'attacher ces ficelles-là, de faire un plan de montage qui se tient, ce à quoi nous sommes à travailler présentement.
Puis comme la technologie développée, c'est une technologie qui nous appartient, donc c'est plus facile pour nous, on a plus de marge de manœuvre que si on achetait un ensemble de composantes, les mettre ensemble pour offrir un service, ça demanderait peut-être plus de capital. Donc, pour nous, l'objectif majeur, c'est ça, et ça prend pour ça dans une équipe qui est soudée, serrée, et qui est prête à relever des défis, qui ne regarde pas les contraintes, qui ne se borne pas sur les contraintes, de dire c'est impossible sans y avoir réfléchi. Il faut penser autrement. Puis déjà, dans le domaine dans lequel on est, il y a beaucoup d'obstacles qu'on fait face, parce que quand on innove, bien, on fait face à tout ce qui est les normes existantes, les codes du bâtiment et tout ce qu'on vient. On touche la ventilation, donc on touche la circulation d'air, on touche le code du bâtiment. Et on fait les choses d'une façon très pointue, très bien structurée, mais parfois qui va à l'encontre de certaines normes qui ont été écrites dans un contexte qui est passé date. Fait que là, il faut à la fois travailler pour aller chercher, dans notre cas avec la Régie du bâtiment, la RBQ, pour dire, écoutez, voici ce qu'on veut faire, voici l'analyse de risque, voici comment on va le faire, de soumettre un dossier pour qu'ils puissent l'analyser, pour nous donner un aval, OK, on vous donne un OK pour y aller, de sorte qu'on puisse faire les essais, qu'on puisse avancer. Il y a donc beaucoup de contraintes de cette nature-là auxquelles on fait face, mais un passionné comme moi, c'est pas là que je vais arrêter. Je vais défoncer la porte, puis je vais aller ailleurs, je n'arrêterai pas. L'avenir est là, c'est le gros bon sens. Puis je ne vois pas pourquoi on regarderait pour continuer à vendre un produit seulement, parce qu'on sait quand le client achète notre produit, pendant 10 ans, on ne le verra plus, pendant 15 ans, on ne le verra plus, parce que le produit il est là, puis il est robuste. Même certains de nos clients disaient, de nos partenaires disaient, bien, faites-le moins solide, votre produit, pour qu'on ait des appels de service, au moins aller faire tourner la business. Ce n'est pas dans nos valeurs. On ne réduira pas la qualité de notre produit pour avoir des appels de service. On va augmenter la qualité de notre produit pour avoir plus d'expertise à donner à notre client pour qu'il reconnaisse notre valeur comme étant un partenaire important. D'où la notion pour nous de paix d'esprit face à nos clients, partenariat face à nos clients, d'essayer de former quelque chose ensemble où il y a une collégialité, où il y a vraiment une chimie qui se bâtit pour qu'ils comprennent qu'on est une valeur ajoutée. On n'est pas un poids, on est une valeur ajoutée. D'autant plus que ce qu'on fait se paye par les économies d'énergie générées. Donc, la formule est gagnante. Il faut juste attacher les ficelles adéquatement, faire les premiers cas. C'est là où on en est présentement. Donc, je comprends bien, la réglementation peut être à la fois un vecteur pour catalyser, pour accélérer l'économie circulaire, mais en ce moment, elle constitue peut-être un frein, en fait, dans votre industrie. Dans certains cas, dans notre cas, on a beaucoup d'endroits où la réglementation est un frein. D'accord. Puis on pourrait dire aussi, pour les plus vieux dans la salle, que, en fait, ton entreprise, en fait, c'est un petit peu comme l'ancien Métag d'avant. C'est-à-dire que les réparateurs Métag qui s'ennuyaient, je ne sais pas si vous avez vu les pubs, pour ceux qui sont plus vieux, mais bon, c'est plus le cas aujourd'hui. On reviendra par la suite sur les autres types de freins. Marie, les services, effectivement, de prêt à cuisiner là, ont connu, évidemment, comme tu le disais tantôt, beaucoup de popularité, puis avec, je dirais, peut-être une accélération de la popularité en temps de pandémie. Par contre, effectivement, ça génère énormément de déchets. Le projet que vous avez mis en œuvre de boîtes réutilisables est probablement une très bonne solution, justement, à ce problème-là, mais il y a sûrement des obstacles, en fait, qui se dressent dans votre projet. Quels sont-ils, ces obstacles-là? Oui, absolument. En fait, on ne serait probablement pas ici pour en parler s'il n'y avait pas de défis, puis ça ne serait pas plaisant non plus comme projet. Un projet, c'est quand même plusieurs étapes où on retourne à la table à dessin, puis on revoit le process, puis on travaille en équipe. Il y a plusieurs types de défis. Je vous dirais qu'il y en a qui sont plus à l'externe, d'autres plus à l'interne. À l'interne, il y a quand même un défi de mobilisation des troupes. C'est sûr que notre équipe de développement durable, c'est leur priorité numéro 1. Je vous dirais que c'est peut-être pas la même chose pour tout le monde au sein de l'entreprise. Il faut avoir une capacité de mobiliser les gens, puis de les amener autour de la table, puis de démontrer l'importance de ce projet-là. Tout le monde connaît l'importance, mais on sait quand ça touche notre quotidien, quand ça touche les opérations, des fois c'est plus difficile. Il a fallu changer également tout le processus à l'interne au niveau des opérations, de la fabrication de la boîte. On est habitué de faire avec une boîte à usage unique. Donc là, on doit faire tout un système de lavage, d'assainissement, d'entreposage. Ça prend énormément de place, les glacières réutilisables, mais c'est très peu... c'est peu cher payé pour tout le bien que ça fait, puis les bénéfices exactement.
Sinon, à l'externe, c'est sûr qu'on a des enjeux au niveau de la logistique inversée. On s'en parlait un peu plus tôt cette semaine, mais il y a des experts qui se sont penchés sur le système de logistique en général. Puis là, on est à faire la logistique inversée, puis c'est vraiment difficile. C'est le futur, par contre. Là. En fait, nous, on fait affaire avec un transporteur. On a un transporteur partenaire dans ce projet-là, puis on travaille ensemble la logistique inversée. On a tout fait la technologie pour être capable de comprendre est où notre glacière dans le cycle entre la production chez le client, chez le transporteur. Donc, c'est tout un système qui est quand même complexe, même si on a très bien maîtrisé l'envoi. Le retour est un autre défi complètement. Puis, je pense qu'il y a un gros défi aussi réside dans le changement des habitudes des consommateurs. Donc, les clients Cookit qui sont habitués de recevoir une boîte à usage unique, de l'utiliser des fois pour déménager, mais souvent comme bac à recyclage, puis on met ça au chemin. Là, on leur demande d'entreposer une glacière réutilisable pendant la semaine pour rendre notre processus encore plus vert. Nous, on ne va pas faire de ramassage, on va faire un ramassage une fois qu'on va livrer la prochaine commande. Donc, c'était la suite logique là, du projet. Mais oui, donc on a la chance d'avoir un produit de proximité. C'est quand même de la nourriture qu'on envoie aux clients. On est super proche d'eux, on est dans leur quotidien. Mais là, on leur demande de nous garder encore plus, de nous faire une petite place, là, soit dans le garage ou avec notre glacière réutilisable. Puis ça, c'est sûr que c'est difficile parce qu'il faut amener les gens à comprendre le bien dans tout ça, puis à voir tous les bénéfices, et pour eux, et pour nous, et pour l'environnement, puis à changer des habitudes. On sait que c'est pas facile de changer nos habitudes, mais on y arrive, là, ça se passe super bien. Justement, en économie circulaire, les acheteurs ou les consommateurs que nous sommes sont un élément clé parce qu'ils ont le droit de vie ou de mort sur le produit en fin de cycle. Absolument. C'est eux qui déterminent si on le ramène dans une logique économique ou si ça s'en va effectivement à la décharge, ou au mieux peut-être à l'incinération avec une récupération d'énergie, mais le cycle s'arrête là. Alors, comment on fait pour sensibiliser le consommateur? Comment vous y prenez pour avoir une plus grande adhésion de votre clientèle à votre système de boîtes réutilisables? Dans nos communications, c'est sûr qu'on va exposer tous les bénéfices du projet. On y va de façon très honnête et ouverte avec nos clients aussi. On a quelqu'un à l'interne qui est dédié à la gestion du service à la clientèle de nos abonnés qui font partie de ce projet-là. On veut entendre ce qu'ils ont à dire. On veut être en constant contact avec eux pour justement améliorer ce projet-là qui est comme à la phase 2 du projet pilote, mais c'est en continu. Puis, pour nous, on a toujours été très près de nos abonnés, puis dans ce projet-là, c'est encore plus important pour nous. Puis je pense que c'est une façon de justement sensibiliser les gens. On leur expose tous les bénéfices au niveau de l'environnement. On va cibler aussi nos clients qui sont, pour l'instant, puisque c'est le début, mais nos clients qui sont engagés, qui nous parlent de l'environnement. Ça arrive souvent qu'on a des gens qui nous écrivent puis qui nous demandent « Est-ce que vous pouvez trouver une solution? J'adore votre produit, mais on est conscient des rebuts que ça fait. Ouais. » Donc, c'est sûr que ces gens-là, on est super heureux de leur dire qu'on a une option pour eux maintenant. D'accord. Merci. Pierre-Luc, dans vos équipements, évidemment, c'est des équipements surtout de protection, souvent pour le hockey, puis il y a des certifications qui viennent se greffer à ça. Quand on parle d'éco-conception, puis d'essayer de produire des équipements à partir de moins de matières vierges, il peut y avoir des enjeux peut-être de compatibilité entre les propriétés de certaines matières secondaires qui deviennent des matières premières et puis ces enjeux de certification. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, certainement. Quand on a analysé notre empreinte, on est arrivé assez rapidement à la conclusion que tout ce qui était du scope 3 était notre grand contributeur. Donc, ce n'est pas tant les activités dans les installations de CCM que le produit lui-même et sa fabrication. La consommation de matières vierges, l'énergie utilisée pour pouvoir le fabriquer. Donc, c'est là qu'on essaie de mettre nos efforts pour essayer de réduire cet impact-là. Et ça vient, disons, il y a 3 avenues qu'on veut regarder. Il y en a plus que 3, mais il y en a 3 en particulier là, dont je voulais discuter aujourd'hui. C'est définitivement réduire la consommation de matières vierges. C'est à la base, si on réduit la quantité de matière qu'on va consommer, on le sait qu'automatiquement, il va avoir un impact sur
notre empreinte. Et à ce titre, les produits qui sont certifiés, on se fait demander de fournir la traçabilité. Quand on certifie, disons, un casque de hockey, par exemple, bien, c'est important pour CSA ou HEC aux États-Unis de savoir le produit qu'ils ont certifié, qu'est-ce qu'il contient. Comment est-ce qu'on peut assurer que le produit qu'on envoie pour se faire certifier et celui qu'on va produire dans les années à venir va toujours être la même construction. Et c'est de là que vient la complexité quand on essaie d'intégrer dans la fabrication de nos produits des matières non vierges. L'histoire de cette matière-là, son origine, peut avoir un impact très grand sur la performance du produit. Juste à titre d'exemple, on avait déjà eu, on était encore dans les matières vierges à ce moment-là, mais on avait une résine qui était fabriquée par DuPont, une entité internationale qui contrôle bien ses procédés. Puis cette résine fabriquée aux États-Unis passait tous nos tests de certification, on n'avait absolument aucun problème. Puis un autre plan de DuPont qui était ailleurs dans le monde produisait exactement le même grade avec les mêmes spécifications. Puis soudainement, quand on impacte à moins 30 degrés Celsius, des rondelles qui viennent à 160 km/h, c'est très, très sévère. Puis on va tester là, les limites des matériaux qu'on utilise. Puis ça l'amène définitivement une complication. Le deuxième point qu'on essaie d'améliorer, c'est d'augmenter l'utilisation de nos produits, donc d'être capable d'utiliser le produit sur une plus longue durée. On a des produits qui, des fois, vont devenir désuets, vont se retrouver dans les poubelles, alors qu'il y a plusieurs composantes qui sont en parfait état et qui ne sont pas du tout endommagées. Puis encore là, le fait que nos produits doivent être certifiés, le fait qu'on doit être capable de démontrer la source de ce qui rentre dans la construction du produit, bien, de recertifier un produit remis à neuf, ce n'est pas quelque chose qui est possible présentement selon les normes en place. Là. Il y a un programme similaire qui existe aux États-Unis pour les casques de football, mais dans le monde du hockey, la certification ne permet pas ça. Finalement, le troisième point qu'on essaie de voir, c'est une fois que si le produit, on n'est pas capable de prolonger sa durée de vie, bien, comment est-ce qu'on peut lui donner une seconde vie? Et là, on parle de recyclabilité de nos constructions. Donc, quand on essaie d'aborder les termes d'éco-conception, on va être capable de bâtir un produit pour qu'il puisse être ensuite démonté et que les composantes, au moins, on puisse prolonger leur utilisation dans leur cycle de vie à eux. Mais on fait face avec des réglementations de recyclage qui sont différentes partout dans le monde. Donc, un produit qu'un consommateur va mettre dans son bac de recyclage à Montréal ne va pas avoir les mêmes contraintes de recyclabilité que si ce produit-là a été déposé dans un autre pays ou même dans une autre ville du Québec. Donc, ça amène beaucoup la complexité du fait que les produits passent éventuellement entre les mains de nos consommateurs, d'outiller les consommateurs pour qu'eux puissent en faire une gestion responsable. Ça amène beaucoup de complexité dans la conception, puis ensuite dans l'exécution de ça. Et la logistique, évidemment, de tout répatrier vers nous, quand on sait qu'on est un peu partout dans le monde, bien, il faut être capable de trouver l'équilibre. Oui. Ben oui. Ouais. Est-ce que ce matin, on a vu justement, par exemple, Florent Bouquin d'Optel qui a une solution de traçabilité. Est-ce que c'est des outils qui peuvent être éventuellement envisagés? Je ne veux pas faire de... Bien, j'ai déjà pris son nom en note, définitivement. D'accord. Oui. Mais oui, effectivement, c'est ça. C'est tout ce qui est traçabilité pour les produits certifiés. Puis on s'entend dans les bureaux chez Bombardier, je ne ferai pas... Disons que la certification, ici, ils connaissent ça, puis c'est un autre niveau probablement de complexité que celle à laquelle je fais face. Mais oui, définitivement, traçabilité dans tout ce qui est produit certifié, c'est quelque chose qui est important, puis qui n'est pas incontournable, mais que présentement, les façons de faire ne nous permettent pas d'aller chercher le maximum des opportunités auxquelles on pourrait utiliser. D'accord. Mario, tu as abordé tantôt les différents freins, notamment la question financière, c'est-à-dire est-ce que le monde de la finance est suffisamment au courant de ce qu'est l'économie de fonctionnalité pour développer des produits qui puissent répondre aux besoins des entreprises dans cette matière-là. On a parlé de la réglementation.
quel autre frein tu vois en ce moment à l'économie de fonctionnalité? Est-ce qu'il y a une question aussi de méconnaissance globale peut-être de ce modèle d'affaires? Je dirais qu'au niveau des institutions financières, bien, une banque, c'est une banque. Ça opère avec des critères beaucoup plus serrés. Il y a par contre des organisations comme avec qui on travaille, le Fonds d'action, qui sont très ouverts, qui ont cette vision, qui font, comme ils disent, le R&D de la finance. Cette ouverture d'esprit nous aide beaucoup, puis bon, je pense qu'il faut aller vers ces ouvertures-là. L'autre frein qui est un peu, qui est un incontournable, c'est qu'une technologie qui est développée au niveau où la nôtre est développée, quand vient le temps de faire spécifier un produit comme celui-là avec les organismes publics, on fait face à un mur assez strict parce que, bon, ça prend 2, 3 soumissionnaires tout le temps. Ça prend que tout le monde puisse soumissionner sur le même produit. Puis finalement, on finit au bout de la ligne que c'est le produit le moins cher. Mais le produit le moins cher à l'achat, ce n'est pas nécessairement le produit le plus intéressant dans le mode opérationnel. Si ça coûte plus cher et que le retour sur investissement est sur 3 ans, le même nombre d'années, bien, c'est bien plus intelligent de prendre un produit qui est plus performant, plus écologique, qui réduit les gaz à effet de serre, puis de se dire on va trouver une façon d'aller en soumission publique avec des devis de performance qui va faire en sorte que la moi au tout, je suis capable d'en faire un. Là, bien, tout le monde peut en faire des systèmes intelligents, mais des fois, c'est des systèmes intelligents qui sont sans intelligence. On a juste le titre, mais ça ne vaut pas plus que ça. Fait que ça, c'est un défi important. Et je pense qu'au niveau des organismes gouvernementaux qui vont en soumission publique, bien, il va falloir trouver une façon de dire on veut un produit qui tient compte de l'impact environnemental, qui réduit les émissions de gaz à effet de serre, parce qu'on sait tous aujourd'hui que de décarboner, il n'y a pas personne qui va nous dire que ce n'est pas important. Mais si c'est important, il faut que les bottines suivent les babines. Il va falloir quelque part qu'on se parle, puis qu'on se dise c'est ça qu'on veut, il y a un prix à payer, c'est le juste prix, et tout le monde est capable de le faire si on impose la règle de dire c'est ça qu'on veut. Puis les exigences, bien, voici, les exigences sont claires. Puis si vous n'êtes pas capable de les rencontrer aujourd'hui, bien, allez sur la table à dessin, travaillez, développez, puis revenez quand vous l'aurez. Moi, c'est aussi simple que ça, mais ça, c'est un frein majeur, parce qu'on investit beaucoup, on a des crédits d'impôt, c'est pas une cachette, tout le monde sait qu'on a des crédits d'impôt à la recherche et au développement, c'est génial. On dépose des brevets, ça coûte de l'argent, mais c'est génial. Puis on arrive au bout avec un beau produit, performant, avec une belle protection. Bon, on est tout seul à pouvoir le fournir, puis là, bien, ça en prendrait 2 autres qui puissent le fournir. Vous comprenez qu'il y a une logique là, qui ne suit pas ici. Là. Tout à fait. Mais en fait, si ça peut donner un léger espoir, en fait, le Conseil du Trésor, en ce moment, fait des consultations privées pour voir comment on peut intégrer des critères de durabilité, de sécularité dans les appels d'offres publics. Donc, il y a déjà une ouverture par rapport à ça. Et c'est clair que si le gouvernement, comme acheteur, puis ils achètent pour des milliards par année de biens et services, s'ils incluent ce genre de critères-là dans les appels d'offres, bien, ça va développer une offre et encourager d'autres entreprises de tout secteur, en fait, à embarquer dans le mouvement de la décarbonation et de l'économie circulaire. Je ne sais pas si vous étiez au courant, mais il y a des normes ISO qui s'en viennent sur l'économie circulaire. En fait, c'est les normes 59000 et plus. Ces normes-là vont sortir à la fin de 2023, en principe. Est-ce que vous pensez que les normes ISO pourraient être un bon catalyseur, justement, pour encourager cette accélération vers une transition vers l'économie circulaire? Est-ce que vous pensez qu'à partir du moment où on définit des standards, donc qui vont permettre, par exemple, de certifier des territoires, des produits, des entreprises, ça va inciter plus d'entreprises à se lancer dans l'aventure? Intuitivement, je dirais qu'au niveau gouvernemental, puisque ça va être une obligation, ça va être un incitatif. Au niveau privé, notre monde, c'est la restauration. Tout le monde sait que la restauration, aujourd'hui, là, c'est difficile. Ouais. C'est très difficile. Qu'on ait une norme ISO ou qu'on soit UL 710, 1978 puis Alouette, là, toutes les normes qu'on a, le restaurateur, il ne porte pas beaucoup d'attention à cet aspect-là. C'est pas là que ça va jouer. Ça va jouer plus sur des organismes gouvernementaux qui peuvent dire « moi, je veux cette norme-là ». Et là, ça va impliquer que l'ensemble des manufacturiers, bien, s'ils ont à se conformer à cette nouvelle norme-là, bien, leur produit va évoluer dans le bon sens parce que la norme va contraindre, en quelque sorte, va orienter le développement dans une vision de carboneutralité
ce à quoi on veut aller, vers lequel on veut aller. Dans ce sens-là, ça va être un effet bénéfique, c'est certain. Mais si à la clé, si par exemple une entreprise suit la future norme économie circulaire et que ça lui permet d'afficher que son produit est circulaire sous certaines conditions ou son entreprise l'est sous certaines conditions, est-ce pas là un avantage d'afficher ça par rapport aux concurrents? Et puis, est-ce que ça ne peut pas avoir un effet d'entraînement sur le reste de son secteur? On a construit un nouveau bâtiment qui est carboneutre. On utilise du GNR, gaz naturel régénéré. Nos clients, ils voient qu'on est fidèle à notre mission dans le sens que les bottines suivent les babines. On a fait ce qu'on devait faire. Ouais. On se promène avec une voiture électrique de compagnie. Est-ce que ça a un impact? Difficile de savoir. C'est pas quelque chose que je peux mesurer. Ouais. Mais l'image de l'entreprise demeure une entreprise qui est... Plus responsable. Qui est responsable. Ouais. Puis on est à la hauteur de ce qu'on dit qu'on fait. On le fait. Ouais. Alors, ça aide. Marie, ou Pierre-Luc? Non, si je peux rajouter à ça, définitivement, où est-ce que je pense que ça peut aider, c'est à aligner les discours. On a eu dans un panel précédent la discussion, comment on parle de nos résultats, comment on parle de nos initiatives. On veut éviter le greenwashing, on veut éviter que les gens disent « me too », puis nous aussi on fait des choses. Si on standardise, je pense que c'est ça le but, c'est que tout le monde parle le même langage, que tout le monde se mesure avec les mêmes indicateurs. On mesure de la même façon, puis qu'on puisse comparer, puis s'assurer que quand quelqu'un annonce qu'il a mis de l'avant des initiatives, ben, c'est pas juste des paroles en l'air, mais il y a des résultats qui sont en arrière de ça. Ouais. Marie? Bien, en fait, autant que je trouve que c'est intéressant aujourd'hui pour nous que ce soit un avantage concurrentiel, le bénéfice final n'est pas là, en fait. Ouais. Le bénéfice final est pour l'environnement, puis l'idée, c'est que tout le monde soit dans cette voie-là, puis probablement que ça passe par l'obligation puis par certaines normes. Moi, je pense que ça fait juste augmenter le bénéfice, puis ça fait juste augmenter après, ça va augmenter les fournisseurs, ça va augmenter les gens qui sont impliqués dans ces projets-là, puis font partie du pool. D'être le seul, c'est un peu forager soi-même, trouver des gens, puis on essaie de rester le plus local possible, d'avoir des fournisseurs qu'on peut trouver ici. C'est sûr que si ça devient une norme puis que c'est quasi obligatoire, je pense que les possibilités vont être beaucoup plus intéressantes. D'accord, merci. Il reste 8 minutes 47. Moi, j'ai d'autres questions, mais si vous avez des questions dans la salle, oui, je vois une main qui se lève là-bas. Oui, bonjour, M. Beauchamp. Moi, j'ai une question. Vous parlez d'augmenter la recyclabilité de vos produits. La plupart de recyclage au Québec, c'est contenant, imprimé, emballage. Fait que même si vous faites un super casque de hockey complètement recyclable, comment vous voyez l'enjeu que ça ne peut pas se mettre au bac, puis les éco-centres, c'est difficile aussi à ce niveau-là? Exactement. C'est pour ça que j'avais soulevé le fait que c'est une problématique présentement. On parle disons, la coquille du casque qui est en plastique, qui théoriquement est recyclable, mais qu'on le sait que si on le met dans le bac... L'amener à l'éco-centre. Oui, c'est ça. Ouais. Par contre, même au niveau des emballages, les réglementations par rapport au type d'encre, au fait s'il y a des adhésifs dessus, tu sais, une des initiatives qu'on voulait mettre de l'avant, c'est de s'assurer que sur nos emballages, tous les autocollants qui sont apposés sont également recyclables, mais je serais très curieux de savoir, au centre de recyclage, est-ce qu'ils sont capables d'identifier, de faire la différence entre un autocollant recyclable versus non recyclable, puis est-ce qu'il y a plusieurs de ces initiatives-là, justement, vu que ce n'est pas standardisé, vu qu'on ne peut pas confirmer à 100% que cette boîte-là sera recyclable, peu importe le centre de recyclage, c'est là la complexité là, qui est soulevée, justement. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui? En arrière. Oui. Bonjour. OK. Mon nom, c'est Margarita Mejia de Standard Products. Vous parlez de dessin de l'économie circulaire, d'avoir des produits avec beaucoup plus vert finalement. Mais je me demande toujours, est-ce que c'est réaliste pour les marchés? On sait que peut-être on va avoir une dépression économique. On sait que l'inflation est quand même haute. Est-ce que c'est vraiment réaliste
est-ce que les gens vont y acheter des produits qui sont beaucoup plus chers parce qu'on travaille avec des produits beaucoup plus verts? Comment est-ce que vous voyez la réalité du marché par rapport aux produits que vous vendez? Moi, je peux répondre en partie. En principe, si dans une économie séculaire, je dirais, si l'économie, en fait, se dirige de façon massive vers une économie circulaire, en principe, si on utilise davantage de matières secondaires, on devrait avoir un coût de revient moins élevé qu'actuellement. Donc, ça devrait plutôt aller dans le sens d'une économie pour les ménages. Maintenant, l'homme, en fait, l'humain étant ce qu'il est, le problème, c'est que lorsque le prix baisse, on a tendance à en consommer plus. Fait que ça se peut qu'il y ait effectivement un effet pervers, en fait, à l'établissement d'une économie circulaire si elle n'est pas encadrée correctement. Maintenant, dans un monde idéal, on devrait intégrer dans le prix des ressources l'impact environnemental et social, ce qui n'est pas le cas. Aujourd'hui, on essaie d'intégrer le coût carbone. On le fait partiellement pour les grandes entreprises qui sont assujetties à soit une taxe carbone, soit au marché du carbone, mais ce n'est pas l'ensemble des entreprises qui est assujetti. Alors, dans un monde idéal, il faudrait intégrer l'ensemble des paramètres, en fait, des impacts environnementaux dans le prix. Et à ce moment-là, la matière secondaire va devenir beaucoup plus avantageuse que la matière vierge parce que les coûts environnementaux d'extraire une matière vierge, de la transformer, de la rendre sous forme d'une matière première utilisable par l'industrie, au niveau environnemental, c'est très élevé. Alors, donc, en principe, malgré les aléas du marché, dans un contexte où on aurait une économie circulaire dominante, on devrait normalement soulager les ménages et non pas amener une contrainte supplémentaire. Est-ce que ça répond à votre question? Ou, oui? Alors, il nous reste 4 minutes. Oui, une dernière question? Ça va venir. Oh, OK. Excusez-moi. C'est pas tant une question. Élodie Gingras, Bureau de normalisation du Québec, ça donne que je connais pas mal ça, les normes. Monsieur Rousseau, ce que vous avez dit est fortement intéressant. Je me suis dit, s'il y a d'autres entreprises dans la salle, je vais prendre le micro puis je vais le dire. La situation à laquelle vous faites face, moi, toutes les semaines, j'ai des téléphones pour ça. Le gouvernement fédéral a mis à disposition des organismes d'élaboration de normes des subventions pour toute entreprise qui développe des technologies répondant, comme la vôtre, à un défi environnemental, qui ont une propriété intellectuelle, un dépôt de brevets, finalement, qui sont nouvelles et qui ne sont pas couvertes par la réglementation de nos provinces. Ce qu'on peut développer, ça s'appelle un ADR, un autre document reconnu. Ça, là, c'est une parenthèse normative au règlement déjà existant. Dans le cas de la Régie du bâtiment, vous êtes le 3e cas que j'entends comme ça. Là. Puis ça permet au gouvernement actuel, vu que le changement de réglementation, c'est des longs processus, d'aller en appel d'offres avec l'acceptation du document qu'on appelle l'ADR pour pouvoir accepter cette technologie-là dans nos marchés. Fait que je me disais que si ça touchait quelqu'un d'autre ici, ça serait peut-être pas pire de le savoir. Donc, c'était ça. C'était pas tant une question qu'un commentaire. Puis ça me fera plaisir d'en discuter avec vous après, sans problème. Certainement. Merci beaucoup. Merci. Alors, s'il n'y a pas d'autres interventions, j'irai avec peut-être une conclusion. En fait, si vous aviez un message à laisser à l'auditoire sur votre expérience je dirais, de transition vers l'économie circulaire, ça serait quoi, en fait, comme message que vous aimeriez laisser, en fait, à nos participants? Alors, je vais commencer avec toi, Pierre-Luc. Peut-être le message, c'est soyez les leaders du mouvement. On le sait, c'est pas facile. Il y a pas beaucoup. C'est pas toutes les entreprises qui ont un département dédié à ça. Si le mouvement est pour aller de l'avant, c'est avec la contribution de personnes. Ça rentre souvent à l'extérieur du curriculum de base de notre quotidien. On le sait qu'on a déjà notre quantité de travail est élevée, mais n'hésitez pas. Incitez les changements dans vos entreprises. Puis c'est la somme de toutes ces... Soyez les agents de changement. Oui. Ouais. Ça, je dirais. D'accord, merci. Marie? Moi, j'ai envie de vous dire, foncez, peu importe l'ampleur du défi. Pour nous, c'était quand même un gros défi. Au départ, on était assez impressionnés par l'ampleur des changements qu'on allait devoir imposer. Puis aujourd'hui, ben,
je suis contente de vous dire que ça n'a pas été si pire que ça. On a implanté le changement, on a des bons résultats, on a des bons résultats avec nos clients, mais avec nos employés aussi, sur toute la ligne. Ça a super bien fonctionné. Puis au départ, c'était épeurant, mais on est allé quand même. Puis je pense que, en fait, il faut se jeter à l'eau pour ce genre de projet-là parce que ça vaut absolument la peine. Merci. Mario? Je me suis souvent posé la question, est-ce que c'est de l'entêtement ou de la persévérance? J'ai conclu que c'était de la persévérance. Il est rentré quelqu'un dans mon bureau un jour, j'ai dit, ta machine, je l'aimerais bien, mais il faudrait qu'elle varie dans son volume d'entrée d'air. Il faudrait que tu sois capable de baisser le débit. Il m'a regardé, il m'a dit, c'est impossible. Ben, il dit, tu peux t'en aller, j'ai plus besoin de toi. Je suis convaincu d'une chose, c'est qu'on est tous contagieux. On vient de passer la COVID, on sait ce que ça signifie. On est tous contagieux. Quand on rencontre quelqu'un, on rencontre une entreprise, il y a une image qui va ressortir du contact qu'on a avec eux. Moi, personnellement, j'aime les gens qui veulent relever des défis. Ceux qui s'écrasent face aux défis perdent une belle opportunité de croître, une belle opportunité de développer quelque chose qui est absolument unique. Puis je me dis, il faut qu'on relève les défis. Puis dans le EFC, il y a le C pour la collaboration. Moi, ce que je cherche, c'est des collaborateurs qui regardent en avant. Puis quand ils voient la compétition, ils regardent dans le miroir parce qu'ils veulent les voir en arrière. C'est en avant qu'on s'en va. Fait que je cherche des collaborateurs qui vont trouver des solutions aux défis. Puis si ensemble, on travaille, tout le monde, avec tout ce qui se brasse ici aujourd'hui, j'écoute ce qui se passe, je me dis, c'est absolument merveilleux. La clé, je pense que ça se résume dans ce qui se dit ici, là, collaboration. Les défis sont là pour être relevés. Demain, ça va être meilleur parce qu'on va travailler ensemble. Si on ne travaille pas ensemble, on va être chacun dans notre loge, puis ça va s'écraser au bout de nos forces, c'est tout. C'est ce que j'ai à dire. Merci beaucoup, Mario. En fait, moi, j'ajouterais qu'un événement comme on a aujourd'hui n'aurait pas été possible il y a 4 ans. Parce qu'il y a 4 ans, très peu d'entreprises en fait, parlaient d'économie circulaire ou avaient entendu parler d'économie circulaire. On se retrouve en 2022 et c'est une organisation manufacturière là, qui a permis l'événement d'aujourd'hui. Donc, il y a eu beaucoup de progrès qui ont été faits depuis, je dirais, 2014 où on a commencé à parler d'économie circulaire jusqu'à aujourd'hui. Donc, je suis très optimiste par rapport à l'avenir. Puis, merci à vous, merci de vos témoignages, en fait, qui ont sûrement inspiré d'autres participants dans la salle. Et puis, merci à votre participation puis votre patience. Merci.